Donc bonjour, chapitre 8, donc une leçon de chimie. Alors les réactions chimiques, alors d'abord on va voir le cas général, ça va être des révisions, et ensuite deux applications de réactions chimiques, réactions de dissolution et les réactions acide-base. Donc on commence avec les révisions, comment on étudie une réaction chimique d'une façon générale. Alors, hop. Alors, d'abord, donc, équation bilan d'une réaction chimique. Alors, on dit aussi, tout simplement, équation d'une réaction. Hein. Je ne dirais pas toujours équation bilan d'une réaction chimique. Alors, voilà, j'ai pris un exemple. Alors, j'ai pas pris un exemple, j'ai fait exprès de ne pas prendre un exemple concret. Hein. J'ai pris molécule A, B, C, D, E. Bon, c'est un peu abstrait, mais c'est parce que je vais parler du tableau d'avancement et c'est ça qui est important. Alors, donc, il y a deux façons d'étudier une réaction chimique. De façon détaillée, longue, avec un tableau d'avancement où on écrit, où on sait à la fin combien de produits se sont formés, quelle quantité de chaque espèce produite est formée, quelle quantité de molécules de réactifs il reste, on le sait, voilà, et puis une étude courte qu'on va voir après. Alors, donc c'est des révisions, bon, je pense que vous connaissez un peu, hein. Donc, alors, on écrit l'équation bilan et dessous on fait un tableau. Il y a trois lignes. Alors deux petites lignes et deux grandes lignes. Dans la première petite ligne, on met l'état initial et c'est des quantités qu'on met. Hein. La deuxième ligne, c'est en cours de transformation ou état intermédiaire, ça dépend. C'est voilà, la quantité entre le début et la fin et l'état final. Hein, donc, et l'état final en mol. Et là, on met deux lignes. Donc, on revoit tout ça. Alors, les quantités initiales, c'est l'opérateur qui les décide. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Alors voilà, j'ai décidé que molécule de A, je mets 0,07 mol de A et 0,045 mol de B. Le C, j'imagine que c'est en excès, c'est de l'eau par exemple, hein, c'est le solvant, donc c'est en excès, hein, c'est H2O, donc il y en a beaucoup. Donc je mets excès, et il ne s'est pas encore formé de D ni de E. Alors, en cours de transformation, donc ce qu'il faut faire, donc on prend la quantité initiale et on écrit moins 2x. Hein. Donc c'est la quantité, ça c'est la quantité consommée, hein, moins 2x. Ici 0,045 moins 3x, hein, donc ça c'est les révisions, hein, vous avez dû voir. Hein. Ici on écrit toujours excès. Et là, ici le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc on va écrire x et enfin 4x. Ensuite la troisième ligne, cette ligne-là, on recopie tout et on met x max, x max, x max, x max, hein, xm donc. Hein. Voilà, hop, 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 voilà. Donc ça c'est abstrait. Et donc ce que cherche le chimiste là, c'est à savoir donc combien de produits il s'est formé et combien de réactifs il reste. C'est ça qu'il veut savoir. Donc pour ça il faut trouver la valeur de x max. Hein. Si on a la valeur de x max, il suffit ensuite de remplacer dans chacune des cases et on a les quantités recherchées. Donc en dessous, on met x max point d'interrogation hein, et on cherche la valeur de x max. Alors, ce sont des réactifs, ça. Donc, ce qui est logique de dire, c'est qu'à la fin de la réaction, comme ce sont des réactifs, ils sont épuisés, il n'y en a plus. Donc, la quantité, c'est 0 ici. Donc, par hypothèse, on fait l'hypothèse qu'il n'y a plus de A à la fin de la réaction. Donc, on écrit ça. Et on résout l'équation. Donc, xm égale 0,07 sur 2, ce qui fait 0,035. Ah bon, alors j'ai mis dans ce sens-là. Donc après, on fera une deuxième hypothèse, où on dira que c'est B, le réactif B qui est épuisé, donc on met égal 0. Et donc il faut résoudre ces deux équations. Donc la première fait 0,035, et la deuxième, ce qui fait xm 0,045 sur 3, ce qui fait 0,015. Voilà, alors, il faut garder, donc il y a bien sûr un seul x max possible, donc il faut garder le plus petit possible. Donc le grand, on le raye là, on le raye, et on garde celui-là. Hein, il faut toujours garder le plus petit possible. Et celui-là, on le remplace ici. Hein. Donc je remplace 0,015 ici, donc ça fait 0,030, donc il va rester 0,040. Voilà, hein, je mets directement le résultat. Donc là, forcément, il reste 0, hein, puisque c'est celui-là. Hein, 3 fois 0,015, ça fait 0,045. Ici, donc on va voir 0,015, et ici, 4 fois, ce qui fait 0,060. Voilà, donc là j'ai décrit la réaction chimique, j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai les quantités formées, la quantité de A qui reste, le réactif B est entièrement consommé. Alors le réactif B, on dit que c'est le réactif en défaut, hein, je crois que c'est ce que j'ai écrit après, Comme il est entièrement consommé, on
dit qu'il est en défaut. Alors en défaut, ça veut dire qu'il manque. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir plus de produits, mais il aurait fallu mettre un peu plus que 0,045 hein, pour que la réaction continue avec cette quantité-là qui n'a pas réagi. Donc on dit qu'il manque. Hein, c'est pour ça le terme en défaut. Alors en revanche, celui-là, il en reste. Alors au contraire, si on voulait juste former ça et ça, pas plus, hein, eh bien on a mis trop de A, on a gâché du A. Ce 0,040 de molécule A ne sert à rien. Voilà. Voilà, donc celui-là on dit on a mis A en excès, hein, il est en trop. Voilà. Alors ça c'est l'étude longue. Alors parfois on n'a pas besoin de faire des études aussi longues. Donc je reprends cette équation. Hein. Attendez, hop, hop, je reprends ça. Hein. Sauf que j'ai enlevé le C pour faire un peu plus court. Hein. Voilà. Hein, donc j'ai repris la même équation. Voilà, il n'y a plus le C. Alors, on peut dire une phrase pour représenter, pour expliquer cette représentation. La phrase correspondante, ça serait 2 moles de A réagissent avec 3 moles de B pour former 1 mol de D et 4 moles de E. En français, ça donnerait ça. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Donc cette écriture est équivalente à cette phrase. Hein. Mais, donc 2 moles, 3 moles, 1 mol, 4 moles. Mais je peux tout doubler. Je peux dire aussi que 4 moles de A réagissent sur 6 moles de B pour donner 2 moles de D et 8 moles de E. C'est équivalent. Voilà, donc j'ai marqué ici. D'accord. Voilà, donc autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces quantités, hein, les quantités de produits formés et les quantités de réactifs consommés, sont proportionnelles. C'est ça qu'il faut, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Hein. Donc il y a proportionnalité entre les quantités de réactifs consommés et les quantités de produits formés. Alors, qui dit proportionnalité, dit tableau de proportionnalité, hein, on va en faire un, donc par exemple. Je m'intéresse aux réactifs B et E. Alors, on va dire que le réactif B, je le connais, hein, je sais combien de B ont été consommés, et je veux savoir combien de E se sont formés. Mais je ne m'intéresse pas à D ni à A, hein, donc je ne les ai pas écrits. Alors ce que je vais faire, déjà, je vais écrire les coefficients stoichiométriques de B et E. Donc ici, je vais mettre 3, hein, parce que le coefficient stoichiométrique de B, c'est 3. Le coefficient stoichiométrique de E, c'est 4. Voilà. Et moi, je suppose, dans ma réaction, eh bien, j'ai cette quantité-là de B qui a été consommée. Ben, combien s'est-il formé de E? Ben, je mets X, voilà, et je résous. Alors, je vais l'écrire en proportion, hein, c'est-à-dire que ce rapport-là, le rapport de ces deux nombres, est égal au rapport de ces deux nombres. Je fais exprès de l'écrire comme ça parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Et ensuite, bon, bah, je cherche mon inconnu, donc bah, je fais x4 ici, hein, et voilà. Et je trouve ça. Donc maintenant, je vais ressortir une formule de ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de B consommée. Ça, c'est la quantité de E formée. Donc cette expression-là, concrètement, d'une façon générale, je peux l'écrire comme ça. D'une façon générale. Mais je peux faire aussi la même chose avec D, par exemple. Hein. Entre D et E, je vais faire la même chose. Hein. Je peux écrire que DE formé sur 4, c'est égal à... Alors, pardon. NE formé sur 4, c'est égal à ND formé sur 1. Qui est égal à... NB consommé sur 3, bon, etc., etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une réaction chimique avec ces coefficients stoichiométriques, eh bien on a forcément cette égalité. Hein, c'est-à-dire que NA sur 2 est égal à NB sur 3, hein, ce que j'ai écrit, NA sur 2 égale NB sur 3, qui est égal à ND sur 1, qui est égal à NE sur 4. Donc A et B, ce sont des réactifs, donc ils sont consommés. Et D et E, ce sont des produits, donc ils sont formés. Hein, donc c'est pour ça que j'ai mis indice consommé, consommé, formé, formé. Voilà, et donc ça c'est utile. Bon, alors ça, je l'ai mis en rouge, il faut le savoir, ça, jusqu'à la fin du bac. Hein, je ne le réexpliquerai pas. Hein, il faudra appliquer cette formule quand on a une équation bilan. Voilà, c'est très utile pour trouver les produits formés ou une quantité consommée. Voilà, c'est pratique. Alors, justement, un exemple. Voilà, je prends un exemple.
Donc j'ai mon équation, et je sais, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on a 0,75 mol de A qui sont consommés au cours de la réaction. Quelle est la quantité de E formée? Alors bien sûr, on pourrait faire un tableau d'avancement, mais c'est long, c'est très long. Là, il suffit de dire, donc on cherche la quantité de E formée. Donc il suffit de dire que NE formé sur 4 est égal à NA consommé sur 2. Voilà. Voilà. Alors on écrit ça comme ça, pour rédiger, d'après l'équation, hein, N, voilà, ça. Et puis ici, maintenant, on isole NE formé, hein, puisque donc on multiplie par 4. Donc ça va faire 4 sur 2, ça va faire 2. Hein. Bon, voilà, bref, j'ai mis le 4. Et ensuite, on fait l'application numérique, on met 0,75 ici. Voilà, et on trouve ça. Vous voyez, c'est pratique. Ça peut être pratique. Hein. Donc il y a deux façons d'étudier les réactions chimiques. Soit le gros tableau d'avancement, on étudie tout, ou soit on étudie juste ce dont on a besoin. Voilà. Alors oui, il y a des questions, ça peut être utile, ça. On peut vous demander quel est le réactif en défaut. Alors, quand on fait le tableau d'avancement, ben on le voit, le réactif en défaut, puisque c'est celui pour lequel on a 0 à l'état final, hein, 0 mol. Il reste 0 mol. Tandis que là, on ne voit pas. Donc, on peut utiliser cette technique-là aussi pour trouver le réactif en défaut. C'est rapide aussi, ça évite de faire tout le tableau d'avancement. Alors, comment on fait? Alors, j'ai pris cet exemple-là, hein, toujours la même réaction. On introduit 0,07 mol de ça et 0,045 mol de B. Hein. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, le rapport, hein, d'après l'équation, eh bien, NA consommé divisé par 2 est égal à NB consommé divisé par 3. Ça, bien sûr, c'est toujours vrai. Mais ce qui se passe, c'est que si j'ai mis trop de A, eh bien, la partie consommée va être moins que 0,07. Voilà. Et ça, je ne le sais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer la quantité de A introduite divisé par 2. Hein. Alors je vais d'abord faire ça, hein. je calcule ça. Là c'est introduite. Et introduite, c'est ça qu'on a introduit. Donc je fais 0,07 divisé par 2. Donc ce qui fait 0,035. Okay. Maintenant, je fais la même chose, je calcule la quantité de B introduite divisé par 3. Voilà, ce qui fait 0,015. Et donc je vois que ces deux rapports ne sont pas égaux. Hein. J'ai NA intro divisé par 2 qui est supérieur à ça. Je l'écris. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, j'ai pas égalité. Hein. Voilà, j'ai égalité voilà, dans ce cas-là. Ben, ça veut dire que on a mis trop de B. Hein. Il y a une partie, pardon, on a mis trop de A. Il y a une partie de A qui ne va pas réagir. D'accord? Si on en avait mis un petit peu moins, on aurait eu égalité. Hein. Ce rapport aurait été égal à 0,015 et là, il y aurait égalité. Okay. Et donc là, les réactifs, ils auraient été dans les proportions stoichiométriques. Mais bon, là, on a mis A en trop. Donc ça implique que A est en excès et B en défaut. Voilà, donc A est en excès et B en défaut. Voilà comment on fait pour montrer. Je l'ai mis en rouge. Hein. Voilà, donc voilà le calcul qu'il faut faire. Hein, il faut faire ça. Alors, remarque, si on avait eu égalité, hein, si on avait égalité, ben, ça veut dire que les deux auraient été entièrement consommés et donc les réactifs A et B sont, donc on dit qu'ils sont dans les proportions stoichiométriques. Ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà, si on a égalité, les réactifs A et B sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Bon, eh bien vous allez faire l'exercice 1, vous mettez en pause. Attends, je vous mets d'abord l'exercice 1, quoi. Vous l'avez, et vous faites l'exercice 1, vous mettez en pause. Alors moi je mets ça. Alors exercice 1. Alors, exercice 1. Donc je le corrige. Alors, on vous dit qu'on brûle 15,4 mol de butane. On vous donne l'équation bilan de la combustion du butane. Et on vous dit que le dioxygène est en excès puisque on brûle le butane dans l'air. Hein, donc il y a autant de molécules d'oxygène que l'on veut. Alors, on vous demande la quantité d'eau produite en dressant un tableau d'avancement. Donc là, c'est donc la façon longue. Alors, eh bien, on écrit, j'écris l'équation bilan. Donc 2, alors c'est C4H10, C4H10. Alors, il faut écrire l'aspect physique, hein, même si c'est pénible, il faut écrire l'aspect physique. Donc là, c'est gaz. 13 O2 gaz donne 8 CO2 gaz plus
10 H2O gaz. Alors, on tire un trait. Voilà. On fait 3 lignes, comme ça. Et la dernière plus grande. Voilà. Alors, état initial. En mol. En cours de transformation. En mol. Et état final en mol. Alors, 15,4 ici je mets. Ici je mets excès, puisqu'on me dit que le dioxygène est en excès, 0, 0. Alors là, dans ce cas-là, l'eau c'est pas un solvant, c'est pas une solution. Hein. Donc l'eau n'est pas en excès, d'accord, hein. C'est un gaz qui se forme. Alors ensuite, 15,4 moins, alors le coefficient de 2, donc 2x, excès, 8x, 10x. Je recopie tout en mettant x max, excès, 8xm, 10xm. Ensuite, je cherche, je cherche x max, hein. X max égale point d'interrogation. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, puisqu'il n'y a que cette équation. Bon. Donc 15,4 moins 2x max égale 0. Donc ça veut dire que x max égale 15,4 sur 2, 7,7. 7,7 mol. Voilà, donc du coup, je mets 7,7 ici. Hein, donc là, ça va faire 0, hein, forcément, ça va faire 0. C'est le réactif en défaut, il est entièrement consommé. Et donc ici, maintenant, je fais 8 fois 7,7. Alors ça, je l'ai mis ici, ce qui fait 61,6. Hein, 61,6. Et 10 fois 7,7, ce qui fait 77,0. Et bien voilà, ma foi, c'est fini. Donc ça, c'est la méthode 1. Eh bien, on vous demande de faire pareil, hein, c'est ça, déterminer la quantité d'eau sans réaliser le tableau d'avancement. Bon, ben, on va faire la méthode 2 maintenant. Eh bien, on écrit d'après l'équation bilan, d'après l'équation tout court, hein, c'est plus court, d'après l'équation, alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité d'eau, donc on met N H2O, alors sur 10. Donc ça c'est H2O formé, est égal à... alors qu'est-ce qu'on connaît, nous? C'est la quantité de butane, donc N C4H10 cons divisé par 2. Et donc c'est ça qu'on cherche. Donc je vais l'écrire ici, N H2O formé. Donc je passe le 10 ici, donc ça fait 5. Hein. 5 fois N C4H10 cons, ce qui fait 5 fois donc 5 fois 15,4, hein. Et donc ça doit faire 77, oui c'est ça, ce qui fait 77,0 mol. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc ça dépend des questions. Parfois il faut faire le tableau d'avancement, mais parfois c'est pas la peine, hein. Donc là c'était pas la peine par exemple. Alors qu'est-ce qu'on vous dit maintenant? On fait brûler dans un flacon hermétique 0,38 mol de butane et 2,6 mol de dioxygène. Quel est le réactif en défaut? Très bien. Eh bien, je prends notre feuille. Donc j'ai besoin de l'équation bilan. Alors, 3. Alors on cherche quel est le réactif en défaut. Eh bien, on va calculer N C4H10 intro divisé par 2. Donc ce qui fait 15,4. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. C'est 0,38, hein, d'accord. Donc 0,38 divisé par 2, donc ce qui fait 0,19. 0,19. Ensuite, N O2, intro, divisé par 13. Alors combien? Butane, 2,6.
2,60 divisé par 13. Alors ça j'ai dû le faire. Non, je ne l'ai pas fait. Je le fais. Donc 2,6 divisé par 13, ce qui fait 0,2. 0,20. Donc du coup, eh bien, N O2 intro divisé par 13 est supérieur à N C4 H10 intro divisé par 2. Donc ça veut dire que hop, C4 H10 est le réactif en défaut. Voilà. Voilà pour cet exercice. Alors on reprend le cours. Je remets ça. Voilà. On reprend. Alors maintenant, réaliser des solutions, donc ça veut dire qu'on prend un soluté, on le met dans l'eau, on agite, le soluté se dissout. Donc il y a une réaction qu'on appelle réaction de dissolution. Donc on va parler un petit peu de ça, c'est important. Alors l'eau sucrée, alors le glucose, hein, c'est du sucre, c'est un type de sucre, donc j'en mets 0,1 mol, je mets de l'eau, voilà, et je fais la solution et je m'arrange pour qu'il y ait 1 litre de solution. Voilà. Alors, quelle est, donc là je vais écrire la réaction, l'équation de la réaction de dissolution. Qu'est-ce qui s'est passé, hein, voilà, ce qui s'est passé c'est ça, c'est que j'avais du glucose solide, je l'ai mis dans l'eau, et ce glucose solide s'est dispersé dans la solution, c'est-à-dire que la molécule de glucose, elle est entourée de molécules d'eau, et on dit qu'elle est solvatée, et on met AC, hein. AC, ça veut dire aqueux, ça veut dire qu'elle est entourée de molécules d'eau, c'est-à-dire que la molécule, elle est seule, elle n'est pas entourée d'autres molécules de sucre, elle est toute seule, entourée de molécules d'eau, donc elle est dispersée, et donc le soluté est dissous. Voilà, ça c'est l'équation de dissolution du sucre dans l'eau. Voilà. Alors, si j'applique ce que je viens de dire, eh bien je peux dire que la quantité de sucre solide consommée, c'est égal à la quantité de sucre solvaté dispersé dans la solution divisé par 1. Voilà, j'applique ce qu'on vient de voir. Alors maintenant, de l'eau salée. Alors l'eau salée, ça contient des ions Na+, et Cl-, et le sel solide, la formule c'est NaCl, hein, c'est un ion Na+, qui est collé avec un ion Cl-. Voilà, le sel NaCl est une espèce ionique constituée des ions Na+, et Cl-. Pareil, donc je mets du sel solide, donc vous voyez ici j'écris NaCl dans l'eau, voilà, et donc je tiens 1 litre d'eau salée, et j'écris l'équation de dissolution dans l'eau. Là ça va être différent. Parce que donc je vais avoir NaCl solide au départ, mais dans l'eau, le cristal se casse en deux, hein, le cation et l'anion se séparent, et chacun d'eux est entouré de molécules d'eau. Donc ça s'écrit comme ça. Hein, l'équation de dissolution du sel dans l'eau, ça s'écrit comme ça. Voilà, NaCl, O, Na+, plus Cl-. Okay. Donc si j'écris le bilan, alors on appelle ça le bilan molaire, hein, la petite formule là que j'ai écrite pour ici, je vais écrire la quantité de NaCl consommée divisée par 1 est égale à la quantité d'ions Na+, formée divisée par 1, qui est égale à la quantité d'ions Cl- divisée par 1. Voilà. On continue. Alors cette fois-ci c'est un autre sel, entre guillemets, c'est du chlorure de calcium. Hein, on réalise une solution de chlorure de calcium. Donc le chlorure de calcium, c'est une espèce ionique hein, qui contient ces 2 ions. Et la formule du chlorure de calcium, alors j'aurais peut-être dû l'écrire, hein, c'est CaCl2 ici, hein, je n'ai pas écrit... Voilà, si voilà. Hein, donc j'ai 0,1 mol de CaCl2, hein, c'est le chlorure de calcium solide. On met tout ça dans l'eau, ça se dissout bien, et voilà. Équation de réaction de dissolution. Bon. Eh bien, ce cristal va se casser en deux, ça va se casser en Ca2+, et Cl-. Mais vous voyez, ici, on a 2 Cl-, d'accord? Donc il ne faut pas oublier le 2 ici, d'accord? Là, il y a un 2. Donc, petite remarque, on peut vérifier que l'équation est bien équilibrée. Alors, quand vous vérifiez qu'une équation bilan est équilibrée, il y a 2 règles. Hein. La conservation de la matière, hein, c'est-à-dire la conservation des éléments chimiques, concrètement, on
doit avoir le même nombre de lettres à gauche qu'à droite, hein, le même nombre de C à gauche, à droite, le même nombre de O à gauche, à droite, et la conservation de la charge. Hein. La charge électrique de gauche doit être égale à la charge électrique de droite. Donc on y va. Un calcium à gauche, un calcium à droite, 2 Cl à gauche, 2 Cl à droite. À gauche n'est pas chargé, ça aurait pu être chargé, mais là c'est pas chargé. Et à droite, comment c'est chargé? Eh bien ici c'est chargé 2+, mais attention, ici c'est chargé 2-, parce que j'ai 2 Cl, hein, d'accord, 2 Cl-. Donc c'est neutre. Donc neutre, neutre, la charge est bien respectée. Bon, alors maintenant j'écris mon petit bilan. Hein. Donc cette quantité-là divisée par 1 est égale à cette quantité-là divisée par 1 est égale à cette quantité-là divisée par 2. D'accord. Voilà, donc faire attention au petit 2 là. Alors, conséquence, eh bien la conséquence, par exemple, si on cherche la quantité d'ions Cl- formés, eh bien par rapport à la quantité de... Ah, je me suis trompé là, hein, c'est CaCl2, j'aurais dû écrire CaCl2 ici. Hein. Par rapport à la quantité de CaCl2, eh bien NCl- formé est égal à 2 fois NCaCl2. D'accord. Voilà. NCl- c'était égal à 2 fois NCaCl2. Hein, donc il faudra corriger hein, sur votre feuille, là vous corrigez ça et ça. Et la quantité d'ion Ca2+, eh bien c'est la même par contre. D'accord. Voilà, mais il faut faire attention à ça pour la suite. Bon, alors on continue. Alors, maintenant qu'on a vu ça, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un problème avec la concentration molaire. Hein. Les moles par litre, il va y avoir un petit problème. Donc je vais vous expliquer. Donc du coup, il va y avoir deux concentrations, deux noms de concentration différentes. La concentration dite apportée et la concentration effective. Alors je vais d'abord parler de la concentration en soluté apportée. Alors le nom est important. Hein. Alors, donc voilà, la définition c'est ça que vous aviez vu jusqu'à présent. La concentration d'un corps X, bah, c'est la quantité de X introduit divisé par V. C'est ça qu'on introduit dans la solution pour faire la solution. Hein. Voilà, divisé par V, c'est ça. Hein. Alors, ensuite, X, le soluté, ce qui lui arrivait, après il pouvait réagir avec le solvant. Bon, on s'en moquait, hein, c'est ce que j'ai écrit. Après avoir été introduit, X peut être ensuite éventuellement consommé. Ça, on n'en sait rien. Alors, la concentration effective, bah, comme je l'ai écrit, c'est la concentration d'une espèce effectivement présente dans la solution. D'accord. Attendez, je regarde si... Non, bon, alors, regardez, je vais quand même prendre l'exemple ici. Regardez. Hein, ici, voilà. Donc, j'apporte CaCl2. D'accord. Donc, je calcule la concentration de cette solution en CaCl2. Bon, ben, j'ai mis 0,1 mol et j'ai 1 litre de solution. Donc, ça va faire 0,1 mol par litre. Hein, la concentration C de CaCl2, ça va être 0,1 mol par litre. Mais le petit problème, c'est que CaCl2 n'existe pas dans la solution. Donc on parle de 0,1 mol par litre, mais pour une espèce qui n'existe pas. D'accord. En revanche, quelles sont les espèces qui existent dans la solution? C'est Ca2+, et Cl-. Donc il existe des concentrations effectives, réelles, pour les ions effectivement présents. Donc la concentration des espèces effectivement présentes, on va les noter autrement. On va les noter entre crochets. Et après, je reviendrai sur ça. Voilà. Donc, quand on met une notation entre crochets, ça veut dire que l'espèce, elle est effectivement présente dans la solution. D'accord. Voilà. Il est présent, il n'est pas consommé, il est présent. Voilà. Alors, conséquence. Voilà. Par exemple, on vous donne ça. Hein, la concentration en sel, c'est 0,1 mol par litre. Alors on va écrire, et on vous demande, bah, le sel se dissout, il se forme des ions Na+, et bien, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la concentration en ions, pardon, pas Na+, il se forme des ions Na+, et Cl-, et on cherche la concentration en ions Cl-. Donc on écrit la réaction de dissolution. Donc NaCl solide, donc dans l'eau, ça forme Na+, et Cl-. Donc je cherche une relation entre Cl- et NaCl, donc je vais écrire que NCl- divisé par 1 est égal à NaCl divisé par 1. Alors, maintenant je veux une relation entre les concentrations, donc je sais que la quantité c'est la concentration fois le volume, donc dans les deux cas,
Donc ici, je vais mettre concentration fois volume, mais attention, cette espèce, elle est effectivement présente, donc la concentration, je vais la noter entre crochets, voilà. Donc ça va faire crochet Cl- fois volume, et la quantité de NaCl consommée, bah, c'est ce qu'on a introduit. Donc ça, c'est la concentration que je vais utiliser, c'est la lettre C, puisque NaCl, c'est le soluté que l'on a introduit. Donc du coup, voilà ce que je vais écrire. Hein. Donc, entre crochets fois V est égal à C NaCl fois V. J'élimine les V, et je me retrouve avec une égalité. La concentration effective est égale à la concentration apportée, est égale à 0,1 mol par litre dans ce cas. Donc là, c'est simple. Donc jusqu'à présent, si vous voulez, quand vous avez fait des études, vous étiez toujours dans ce cas. Hein, toujours dans ce cas, donc bon, le professeur glissait sur cette petite difficulté. Mais maintenant, il se peut, c'est rare, mais j'ai vu des sujets de bac où il posait des questions là-dessus, donc il faut en parler. Alors maintenant, deuxième cas, hein, je prends la solution, c'est celle-là. La solution, c'est le chlorure de calcium. C'est 0,1 mol par litre. Et on va chercher la concentration en Cl-. Pareil. Donc on écrit l'équation de dissolution. Hein. Voilà. On écrit la relation entre la quantité formée et la quantité introduite. Hein. Voilà. Ça correspond à la quantité introduite dans notre cas. Je fais comme tout à l'heure, je fais apparaître la concentration, donc Cl- entre concentration effective fois volume, concentration apportée fois volume. Les volumes s'en vont, et donc du coup, la concentration apportée est le double, la concentration effective est le double de la concentration apportée. Voilà, donc ça va faire 2 fois 0,1, ce qui fait 0,2 mol par litre. Voilà. Hein. Donc il faut faire attention à ça, hein, maintenant. Alors là, la plupart du temps, 9 fois sur 10, même plus de 9 fois sur 10, on sera dans le cas où il y aura égalité entre la concentration apportée et la concentration effective. Donc le problème ne se pose pas. Mais après, si on veut être rigoureux, il faut quand même l'écrire. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment il faudrait rédiger, par exemple, les problèmes que vous avez faits avec les dosages spectrophotométriques. J'ai pris cet exemple-là. Comment il faudrait modifier la rédaction que l'on a faite. Non, d'abord je vous ai demandé un exercice. Donc je mets l'énoncé, l'exercice 2, je mets ça. Alors vous mettez en pause et vous le faites. Voilà, donc ça j'enlève. Donc ça j'en ai plus besoin, je le mets là. Je prends des feuilles. Alors, c'est exercice 2. Alors, exercice 2. Bon, je corrige. On réalise une solution de phosphate de cuivre. Bon, on vous donne la formule de la solution. Ça, c'est la formule de la solution. La concentration en soluté apportée est... Bon, on vous donne la valeur de C, d'accord, oui. Écrire l'équation de la réaction de dissolution. Très bien. Donc, je mets le solide. Donc, c'est une formule un peu compliquée. Donc, c'est Cu3PO4 deux fois, solide. Donc, dans l'eau, le composé ionique se coupe, donc on va avoir des ions le cation Cu2+, et l'ion phosphate PO4 3-. Voilà, donc je vais avoir 3 ions, hein, ça veut dire qu'il y a 3 ions Cu2+, et ça veut dire qu'il y a 2 groupes PO4. Voilà, et je mets AC, parce que c'est entouré de molécules d'eau, chaque ion est entouré de molécules d'eau. On vérifie les deux règles, conservation des éléments chimiques, donc 3Cu, 3Cu, 2P, 2P, 8O, 8O, neutre, 3 x 2, 6+, 2 x 3, 6-, neutre, donc c'est bon. Allez. Déterminer la concentration de cuivre dans la solution obtenue. Donc, ce que vous connaissez, vous, c'est la concentration C en solution apportée. Donc on écrit on va écrire que N c'est alors ce qu'on cherche, hein, on cherche celle-là, hein, donc on écrit ce qu'on cherche, hein, Cu2+, donc formé, divisé par 3 est égal à N Cu3 PO4 deux fois, cons, mais c'est-à-dire introduit dans notre cas, puisqu'il est tout seul, divisé par 1. Donc ça, c'est un trou en fait.
Donc, bon, on fait la démonstration. Hein. Donc, n, pardon, donc n égale c fois v. Alors, ça, c'est l'espèce formée dans la solution qui existe. Donc, je mets entre crochets, hein, donc ça j'enlève. Entre crochets, hein, fois v sur 3 est égal à la concentration. Alors, je pourrais mettre tout entre parenthèses là, hein, mais vous voyez, dans l'énoncé, ils ont mis C. Hein, j'ai mis C. Hein. Donc, on va laisser C. Bon, bah, divisé par 1, on laisse. Fois V. Hein, n égale C fois V. Donc, on raye. Donc, la concentration en Cu2+, est égale à 3 fois C. Donc là, on a fait la démonstration, si vous voulez. Bon, c'est cohérent. Hein. Donc, quand on voit ça, une mole introduite donne 3 moles de ça. Donc, il y a la concentration en ion Cu2+, est 3 fois plus élevée que celle-là. Mais là, c'est une démonstration, si vous voulez. Hein. Et donc, du coup, ça fait 0,025 fois 3. Ce qui fait 0,075 mol par litre. Voilà pour l'exercice 2. Alors je retourne à voilà. Alors exemple de cours. Alors qu'est-ce que j'ai fait après? Voilà, c'est ça. Donc je reviens. Maintenant, sachant ça, ce que je viens de dire là, comment résoudre correctement, mieux. Alors ça allait la rédaction, hein, mais si on veut vraiment bien faire, hein, je veux dire, hein, on ne vous aurait pas enlevé de points au bac si vous aviez rédigé comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Mais voilà, si on veut bien rédiger. Alors, on a un soluté qui est violet, hein, le soluté KMNO4 est violet, et la question c'est trouver la concentration massique de ce soluté. Donc on fait le spectre d'absorption. Alors, l'espèce qui est violette, c'est l'ion MnO4-, c'est elle. Donc on fait le spectre de l'ion MnO4-, et on fait la loi de Beer-Lambert avec cet ion. Et la loi de Beer-Lambert permet de trouver la concentration en ion MnO4-, la concentration effective, là vous voyez, j'ai mis de cette solution. Alors, vous avez cette concentration-là, et on vous demande celle-là. Donc il y a un petit passage là. Il faut expliquer que il faut expliquer la relation entre la relation effective et la concentration C KMNO4, hein, la concentration massique, on verra la dernière étape. Bon, alors au brouillon, ce qu'il faut faire, au brouillon, eh bien, on écrit l'équation de dissolution du soluté KMNO4, voilà, au brouillon, ça donne ça, hein, puisqu'on a MnO4-, donc c'est forcément 4+. Donc on voit qu'une mole de ça donne une mole de ça, donc on a égalité dans les concentrations là. Donc simplement sur la copie, il faut écrire que C KMNO4 est égal à la concentration effective en ion MnO4-. Donc concrètement, vous écrivez ça sur la copie. Voilà, il faut juste mettre ça par rapport à avant. Hein, C KMNO4 égale MnO4-. Voilà. Ça montre qu'on a fait attention à cette histoire de concentration effective et concentration apportée. Voilà, et puis après la rédaction c'est la même. Hein. Maintenant on a la valeur de C, donc on cherche Cm, donc on fait Cm égale C fois M. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein, donc Cm égale C fois M. Voilà. Et donc du coup C, ça fait 0,1, ça fait, je sais plus, 158 je crois. Voilà, donc ça fait 15,1 grammes per litre. Donc dans notre rédaction, nous on n'écrivait pas cette petite ligne, on écrivait directement ça. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que le 0,1 qu'on trouvait ici, on le mettait ici. Mais ce 0,1, c'est une concentration apportée. Donc il y a une petite difficulté. Alors, donc maintenant, on attaque la réaction acide-base. Donc ça, c'est très important comme leçon. Il y a des livres entiers là-dessus, ça tombe souvent au bac. Voilà. Donc on va d'abord voir ce qu'est le pH d'une solution. Donc je définis le pH d'une solution. Donc le pH d'une solution, c'est lié à des ions qui sont dans les solutions, à un type d'ion. Et cet ion, c'est celui que j'ai écrit ici, c'est l'ion oxonium. Voilà, c'est ça qui fait l'acidité d'une solution. Plus on a cet ion en solution, plus la solution est acide. Voilà. Donc si le citron pique quand on mange du citron, c'est à cause de cet ion-là, c'est cet ion-là qui pique. Voilà. Alors, je vous donne la définition du pH, alors c'est théorique, bon ça vous l'admettez. Donc voilà la définition du pH. Donc c'est moins log de H3O+, sur concentration effective, donc la concentration des ions effectivement présents en solution, divisé par C0. Donc C0 c'est une concentration de
de référence. Donc c'est pour qu'il y ait une cohérence dans les unités. Hein. Quand on a un log, si vous voulez, il n'y a pas d'unité. Hein. Le log de quelque chose, c'est sans unité. Par exemple, vous vous souvenez avec le niveau sonore, hein, c'est 10 log de I sur I0. Donc I et I0 ont la même unité, donc ce qui fait que le log n'a pas d'unité. Ben là c'est pareil. Donc le pH est sans unité, hein, parce que ce rapport-là est sans unité. Donc, alors, cette formule est valable si H3O+ n'est pas trop grand, pas trop faible. On verra ça en TP, hein, ça sera un TP là-dessus, vous verrez. Hein. Sinon, si c'est trop faible ou trop élevé, ce n'est plus vrai. Mais nous, on sera dans nos exercices, on utilisera toujours cette formule, on sera dans ce cadre-là. Alors, C0, on appelle ça la concentration standard, voilà. C'est pour la cohérence des unités, mol par litre, donc ça fait 100 unités. Alors, moi, je n'écrirai pas ça, hein, parce que je ne vais pas à chaque fois écrire, parce qu'ici c'est 1 en fait, hein, voilà, on n'écrit pas ça. Mais je vous le mets quand même si dans un exercice de bac, on vous met ça au début, pour pas que vous soyez troublés. Moi, j'écrirai toujours pH égale moins log de H3O+, hein, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, hein, c'est celle-là qu'il faut retenir, hein, concrètement. Bon, ben, on va l'appliquer, on va faire des exemples. Voilà, donc vous avez des solutions. Vous avez des solutions qui ont ces concentrations-là. Il faut calculer le pH. Bon, alors, si vous ne connaissiez pas cette fonction-là, j'aurais peut-être été un petit peu doucement, mais bon, vous connaissez cette fonction-là, donc je vais un peu plus vite. Hein, donc on fait pH égale moins log de ça, et on trouve ça. pH égale moins log de ça. Donc ça, entre parenthèses, ça fait moins log de 10 puissance moins 4, donc comme ça c'est la fonction réciproque de la fonction log, on va trouver 4, et là 5. Voilà, alors la fonction réciproque, eh bien c'est celle-là, mais C0 vaut 1, donc c'est pas celle-là qu'on va prendre, on va prendre H3O+ égale 10 puissance moins pH. Voilà, c'est ça là. Donc ça vous retenez, Donc on fait la réciproque. Ah oui, alors je fais une petite remarque sur cette formule, une petite remarque sur la précision à écrire. Hein. Donc, les pH mètres ont une incertitude. Bon, voilà, ça, c'est une incertitude possible pour les pH mètres, 0,05 unité pH. Donc, je calcule le pH, je calcule H3O+ pour ce pH avec cette formule-là, on trouve ça. Hein. Donc j'ai mis 4 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs, 4 chiffres significatifs. Et puis je prends l'incertitude qu'on a, hein. L'incertitude qui est de 0,05. Donc je crois que alors je sais plus si j'ai rajouté 0,05. Ouais, j'ai retranché 0,05, hein, voilà. Hein. Donc je suis dans la marge d'incertitude. Et j'ai pris la formule et j'ai mis j'ai calculé H3O+, hein, c'est-à-dire 10 puissance moins ça. Et on trouve ça. Alors, que constate-t-on? Donc, regardez, bien sûr, le dernier chiffre significatif varie, c'est pas le même. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça commence à varier au deuxième chiffre significatif. Donc, dans cette formule, c'est un peu particulier. Vous voyez, on est très précis ici, hein, on est très précis, on a 4 chiffres significatifs, ça commence à être précis. Mais finalement, on a une précision assez faible sur la concentration. Hein. C'est dû à la fonction puissance de 10, hein. C'est dû à ça. Voilà, donc du coup, on peut ne mettre, hein, parce que déjà c'est précis hein, ici, donc du coup, si on veut, hein, on peut ne mettre que 2 chiffres significatifs pour la concentration. Mais bon, on ne va pas vous embêter là-dessus. Si vous mettez 4 chiffres significatifs, là, vous mettez 4 chiffres significatifs, c'est bon, c'est une petite remarque que je fais. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit. Donc conséquence, hein, avec cette formule-là, on peut éventuellement exprimer H3O+ seulement avec 2 chiffres significatifs. Bon, je ferme la parenthèse. Donc je reviens ici pour la fonction réciproque. Donc je calcule le pH. Hein, attendez. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait ici en fait. Hein. Donc quelques exemples, j'aurais dû le mettre après, hein, finalement. Enfin bref. Voilà, donc oui, parce que j'ai mis 2 chiffres significatifs. Hein, voilà, donc là j'ai mis 2 chiffres significatifs. Bon, on trouve ça. Hein. Voilà, 2 chiffres significatifs. Bon, eh bien, je crois que vous avez fait un... Ah non. Alors, petite remarque, oui. Donc, vous voyez que quand le pH diminue, là, vous voyez, hein, le pH diminue, eh bien, comment évolue la concentration en ion H3+, là, j'ai 10-13, 10-5, 10-3, donc elle augmente. Hein. Donc, plus le pH est bas, plus c'est concentré en ion H3+, plus la solution est dangereuse. Voilà, plus elle va piquer.
Voilà, donc quand le pH augmente, quand le pH diminue, la concentration en ion H3+ augmente. Alors, quelques révisions, hein. Donc ça, je pense que vous le savez. Si le pH est inférieur à 7, on a une solution qui est dite acide. Égal 7, neutre. Supérieur à 7, basique. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'un acide et une base? Alors, c'est une définition un peu particulière. Alors, la définition ressemble, en fait, il y a deux grandes réactions en chimie. Il y a des livres entiers là-dessus. Donc, il y a les réactions d'oxydoréduction que vous avez étudiées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction entre deux réactifs, hein, qui se rencontrent. Voilà, hein, ils se touchent. Et puis, il y a un transfert d'électrons d'une espèce à l'autre, hein, du réducteur à l'oxydant. D'accord, hein, c'est ça. Eh bien, c'est un peu la même chose là. Hein. On a deux espèces qui se rencontrent. Il y en a une qui s'appelle acide, l'autre qui s'appelle base. Et l'acide, eh bien, il va céder un ou plusieurs ions H+ à l'autre, qui va les prendre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on définit. Donc un acide est une espèce capable de céder un proton H+. Alors pourquoi on note un proton H+, petite remarque. Bon, ça je vais peut-être vous les mettre ici. Je vais faire ça ici, ici. Alors, l'atome d'hydrogène, ça se note comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un atome d'hydrogène, c'est un proton avec un électron. D'accord? Un proton avec un électron qui tourne autour. D'accord? Là, c'est le proton. D'accord? Mais H+, qu'est-ce que c'est? H+, ça veut dire que l'atome d'hydrogène a perdu son électron. Donc, il reste que le proton. Alors, c'est pour ça qu'on dit, H+. D'accord? Mais bon, moi, voilà. Ok, donc on revient ici. Alors, exemple d'acide. Alors, ça, vous l'admettez. Hein. Donc, le gaz chlorure d'hydrogène, c'est un acide. L'ion ammonium, c'est un acide. L'ion HSO3-, c'est un acide. L'ion hydronium, c'est un acide. Alors, l'acide méthanoïque, c'est un acide. Et puis, l'ion H2PO4-, c'est un acide. Alors, voilà. Alors, j'en reviens. Alors, ça, on va écrire, on va montrer que ce sont des acides. Alors, un acide, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce capable de céder un proton H+. Donc dans sa réaction, il va, entre guillemets, lâcher un proton. Hein. Il y a un proton qui va partir de la molécule. Donc ça s'écrit en écrivant ce qu'on appelle une demi-équation acido-basique. Comme vous aviez écrit des demi-équations redox. Hein. Quand vous écrivez une demi-équation redox, il y avait un petit E-. Hein, voilà, un réducteur cède E-, donc vous écriviez E- plus quelque chose. Eh bien, on va faire pareil avec tout ça. On va écrire des demi-équations acido-basiques, donc je vais le faire manuellement, et puis ensuite on va tout réécrire rapidement. Alors, voilà. Alors, ça c'est un acide. Hein. Donc, il va se transformer. Alors, même sur une petite flèche, comme ça, il se transforme comme un. Eh bien, il cède H+. Ça veut dire que H+, va le quitter. D'accord? Donc, je vais écrire H+. Voilà, il part, c'est tout seul. Et puis ici, il va y avoir l'espèce qui va rester. Ben, qu'est-ce qui va rester? Forcément, Cl-. Hein, si je regarde si c'est bien équilibré, un H, un Cl, un Cl, neutre, c'est équilibré. D'accord? Je continue. NH4+, va céder H+. Donc on va écrire H+, plus. Donc il y a H+, qui part. Bah, qu'est-ce qui va rester? Bah, déjà, il va y avoir H3. Il y en a un qui va partir. Et puis le plus, il va être parti. Donc il va rester NH3. Voilà, NH3. Donc on vérifie. 1N, 1N, 4H, 4H, plus. Okay. AH, SO3-. Alors ça peut vous paraître surprenant. Comment une espèce chargée négativement peut-elle perdre H+? Bon, il y a des conditions expérimentales qui font qu'elle perd H+. Oui, sans problème. Hein, sans problème. Donc, H++, donc du coup, ça part. Donc on va voir SO3. D'accord? Alors, comme cette espèce perd H+, eh bien, elle va être encore plus chargée négativement. Donc, ce qui va rester, c'est SO3 2-. Et on vérifie. 1H, 1H, 1S, 1S, 3O, 3O, ça c'est chargé négativement, et tout ça c'est bien chargé négativement, hein. 2- avec un plus, ça fait -1. Okay? H3+.
Donc H+, plus, alors il va rester H2 ici, et le plus va partir H2O. Alors, là, ici, on a un H ici et un H ici. Alors, lequel part? Alors, ça, vous l'admettez. Donc, mais ça sera à savoir, hein, j'en viendrai à la fin de la leçon. Ça, c'est l'acide l'acide méthanoïque, hein, c'est-à-dire que sa formule semi-développée est comme ça. Voilà. Voilà, attends, je vais dessiner la lésion, là carrément. Bon, voilà. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que cette liaison, elle est fragile. Celle-là, elle est très solide. Ça, c'est une liaison solide. Celle-là, elle est fragile, donc le H, il peut partir. Hein. Voilà, on dit que l'hydrogène est labile. Donc, c'est le H que j'ai mis en gras qui peut partir, hein, dans un premier temps. Donc, H+, donc qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester HCO. Mais comme H+ est parti, que la molécule était neutre, donc ce qui va rester, ça va être chargé négativement. HCO-. Enfin, le dernier. Donc, H+, plus. Donc là, il va rester H, ici, HPO4. Voilà, et comme il perd H+, il va être encore plus négatif, donc 2-. On vérifie. H2, 1P, 1P, 4O, 4O, chargé moins, chargé moins. Voilà. Donc je reviens ici, donc là je l'écris vite, hein, voilà, je l'écris vite. Alors voilà, ça on appelle ça des demi-équations acido-basiques, voilà, tac, tac, tac. Eh bien vous faites l'exercice 3. Allez, je mets en pause, vous mettez en pause, vous faites l'exercice 3, moi je mets ça. Ça, c'est fini. Exercice 3. Alors, donc écrire les demi-équations acido-basiques correspondent à la transformation des acides suivants. Donc on y va. HF, acide fluorhydrique. Donc H+, plus F-. Hein. Bon, je pense que c'est simple. Acide éthanoïque. Alors là, j'ai pas précisé. L'hydrogène labile, c'est celui de droite. Hein. Bon, j'aurais dû le mettre en gras. Alors, CH3COH. Donc ça fait... alors on peut l'écrire comme ça aussi. Hein. CH3CO-, plus H+. Hein. On peut tout à fait l'écrire comme ça. On n'est pas obligé d'écrire H+, à chaque fois en premier. Hein. Ensuite, 3. HSO4-. Alors ça va faire H+, et il va rester SO4. Et comme il est négatif, il va être encore plus négatif, donc 2-. 4. Alors, CH3, NH3. Alors, je ne vous ai pas dit lequel partait, là. Alors, si je dessine la formule, donc c'est une amine, hein, si je dessine la formule semi-développée, on va trouver ça, la formule développée même. Voilà. Alors, si c'est celui-là qui part, un de ceux-là qui part, hein, donc ça veut dire, voilà, on va voir ça. Et ça, c'est pas possible, parce que le carbone, donc là, il y a un plus, hein, le carbone a 3 liaisons, or il forme 4 liaisons. Donc du coup, c'est forcément ici que ça part. Hein. Bon, là, c'était un petit piège. Hein, bon. Donc ça fait H+. Alors, qu'est-ce qui va rester? Donc CH3, et puis NH2, puisque ici on a le plus, hein, et il part. Voilà. Donc H+, CH3, NH2. Et bien voilà, donc hop, on reprend le cours, ça. Alors on continue. Alors la base maintenant. Alors la base c'est l'inverse, hein, parce que bon, cette réaction, l'acide, il perd pas sa base, il perd pas un proton, il perd pas H+ comme ça. En fait, c'est une espèce chimique qui vient lui prendre, d'accord? Enfin, c'est une espèce chimique. Donc on a un acide et une base se rencontrent. Et l'acide, il va céder H+ à la base. Hein, et la base va prendre H+. Donc une base est une espèce qui capte un proton H+. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? Une base est une espèce capable. Hein, capable. Il faut rajouter capable de capter un proton H+. Ou qui capte un proton H+. Bon, alors voilà, donc là, vous avez ça, ben, je vais le faire aussi, hein, je vais le faire aussi là, et puis comme ça, j'irai rapidement après sur la diapo. Je vais le faire là. Alors, donc du coup,
Ça c'est une base, ça capte H+. Donc on va faire comme avec les oxydants. Les oxydants captaient des électrons. Donc vous écriviez ox plus électron donne, et puis etc. Donc là on va faire pareil. Hein. Donc une base, ça capte, donc plus H+, hein, puisque ça capte. Et puis on va coller, donc là c'est plus facile en fait. On va coller H+. Donc là c'est plus facile. Donc ça fait NH4+. Donc plus H+, je colle, donc ça va faire H2O. Plus H+, donc ça va faire HSO3. Ici, j'ai deux charges négatives, mais il y a une charge positive qui arrive, donc du coup il va rester une charge négative. HSO3-. Voilà. Alors voilà, donc on écrit, tac, 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 tac. Bon, alors, petite remarque. Regardez. Ici, là, par exemple, je prends celui-là, là. Il se forme SO3-. Mais celui-là, on l'a vu, là. Il est ici, là, SO3-. Et vous voyez, là, il se forme... il se forme HSO3-. Et celui-là, on l'a vu, il est là, HSO3-. Et là, il se forme SO3-, et celui-là, il est là. Donc, du coup, ça, on a dit que c'était une base. Ça, on a dit que c'est un acide, mais cet acide est là. Donc du coup, on met en évidence ce qu'on appelle des couples acide-base. Donc, quand une base se forme, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, quand une base réagit, hein, eh bien, il se forme un acide. Et cet acide, il porte le nom d'acide conjugué. D'accord ? Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ensuite, l'acide, il va réagir et il va céder à nouveau H+. Les conditions expérimentales, donc ça vous admettez ce que je dis, quand on écrit ça, ça veut dire que les conditions expérimentales font que la base capte H+, et il se forme cet acide, mais ensuite cet acide, il peut pas céder son proton. Les conditions expérimentales sont telles qu'il ne peut pas. Inversement, quand on a cet acide, on a d'autres conditions expérimentales qui ne sont pas les mêmes que là. C'est d'autres conditions expérimentales qui font que là, dans ces conditions-là, l'acide, il peut céder son proton. Et il va se former une base qui, elle, ne va pas réagir. Ok. Bon, donc du coup, vous voyez, ça, voilà, cette écriture, elle fonctionne dans cette réaction, cette demi-équation, elle fonctionne dans les deux sens. Hein, soit voilà, vers la gauche ou soit vers la droite. Et selon les conditions expérimentales, eh bien, c'est la base qui va réagir ou l'acide qui va réagir dans l'autre sens. D'accord ? Donc ça, je l'ai écrit là. Donc on appelle ça des couples acide-base. Voilà, ça. Donc un acide est associé à une base appelée base conjuguée, réciproquement, à une base est appelé un acide qui s'appelle acide conjugué. Voilà, j'ai pris cet exemple-là, et on note ça comme ça, hein, des doubles flèches. Et la double flèche, ben, ça veut dire que la réaction, elle se fait soit dans ce sens-là, soit dans l'autre, selon les conditions expérimentales. Voilà, réaction qui peut se faire dans un sens ou dans l'autre, selon les conditions expérimentales. Alors, vous avez des livres, où on a des tables plutôt, où les couples acide-base sont écrits. Voilà, donc là on a le couple, donc on met toujours l'acide en premier, donc acide, base, voilà, donc on a pour ces trois-là, hein, donc l'acide c'est celui-là, hein, voilà, hein, acide, base, voilà, donc je crois que je l'ai écrit ici, voilà, couple acide-base, voilà, donc ça c'est l'acide, ça c'est la base. Donc voilà, donc on a des tables comme ça, où sur la colonne de gauche on a tous les acides, sur les colonnes de droite on a toutes les bases, puis bon les chimistes ils peuvent choisir leur couple acide-base selon les expériences qu'ils veulent faire. Hein. Donc acide-base, voilà. Puis peut-être que j'ai marqué ici aussi, voilà, acide-base, voilà, toujours l'acide à gauche. Ah oui, alors cas particulier, et ça on vous embête un peu dans les exercices de bac, avec ce couple-là, avec cette base-là. Alors regardez. J'ai cette base, hein, hydrogénocarbonate. Alors cette base-là, donc c'est une base, hein, si elle va capter H+, donc si elle capte H+, je mets plus H+, et donc ça va, H+, va se coller là, donc ça va faire H2, et puis il y a un plus et il y a un moins qui vont se neutraliser, donc ça va faire H2CO3. D'accord ? Alors ça porte le nom d'acide carbonique. Voilà. Et il se trouve que alors ça se forme dans l'eau et c'est pas stable. Dans l'eau c'est pas stable, ça se casse en deux et ça se casse en ça, hein, c'est pas stable. Et ça se casse en CO2 plus H2O. Hein, vous voyez, hein, un C, donc regardez, 2H, 2H, 1C, 1C, 3O, 3O. Hein, ça se casse comme ça. Donc du coup, l'acide c'est pas ça, mais l'acide c'est CO2.
hein, CO2, mais on le note dans le couple acide-base CO2, H2O. Hein, c'est un peu technique, mais voilà. Donc voilà ce qu'on vous donnera dans l'énoncé pour ce couple acide-base. On vous donnera ça. Et donc dans votre équation, bah, vous écrirez CO2 plus H2O, voilà, et puis ça. Voilà, c'est une petite remarque. Et bien vous faites l'exercice de cours 4 et 5. Alors, donc c'est ici et là. Exercice 4 et 5. Bon, bah, je vais commencer l'exercice 4 et 5. Alors, pause. Hein, voilà. Ah bon, ok. Bon, je corrige. Donc, ça, c'était... Ah oui, alors là, je me suis trompé. Là, je suis désolé. Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Écrire les couples acides-base. Oui, parce que ça, c'était avant de l'exercice 2. Non, certainement pas de l'exercice 2. Bon, je sais pas, de l'exercice 4. Voilà. Donc, vous remettez en pause et vous faites, donc vous écrivez les couples acide-base de l'exercice 4. Donc on passe à l'exercice 4, exercice 5. Bon, alors je fais, il faut écrire les couples acide-base. Bon, bah c'est pas compliqué, hein. Ça c'est une base puisque ça capte et ça forme un acide. Donc ça c'est les acides et ça c'est les bases. Donc il suffit d'écrire NH4+ / NH3, H2O / HO-, HSO3- / SO3-. Voilà, hein, acide base. Alors, et alors ensuite il y avait un autre exercice ou pas? Oui, 5. Donc vous mettez en pause et vous faites le 5. Attendez, je comprends rien, je suis perdu. Ah oui, 4 et 5, d'accord. Oui, là je me suis trompé là. Oui, oui. Attendez. Voilà, c'est 4 et 5. Bon. Ah mais non, oui, excusez-moi. Oui, je suis complètement à l'ouest, moi. Complètement à l'ouest. Ouais, excusez-moi, c'était bon. Donc, alors, je me reprends, je m'excuse. Donc, exercice, c'était tout à fait bon, en fait. Alors, exercice 4, on y va. J'atterris. Alors, donc là, écrire les demi-équations acido-basiques correspondant à la transformation des bases suivantes. Donc, j'ai une base. ClO-. Donc, ClO- c'est une base, donc elle capte H+. Voilà, donc ça fait, donc ça vient se coller, donc le plus se neutralise avec le moins, donc ça fait HClO. 2. Méthylamine, CH3NH2. Plus H+. Le H+ se colle, donc je vous ai expliqué qu'il ne pouvait pas se coller là, parce que ça ferait CH4, mais comme le C est lié au N, ça ferait 5 liaisons, ce qui est impossible, donc il se colle forcément là. Donc CH3, NH3+. Ensuite, l'ion hydrogénophosphate, HPO4-. HPO4-, plus H+, donne. Donc ça se colle, donc ça va faire H2, PO4-, donc, hein, puisque neutralisation d'une charge négative. Bon, alors l'exercice 5 maintenant. Alors, je corrige l'exercice 5, il faut écrire les couples acide-base, hein, c'est ça. De l'exercice 4, hein, oui, je m'étais quand même trompé, hein, de l'exercice 4. Et bien donc du coup, ici on a les bases, ici on a les acides, bon bah c'est pas compliqué, hein, donc HClO / ClO-, CH3 NH3+ / CH3 NH2, et ensuite celui-là et celui-là, donc l'acide H2PO4- et la base HPO4-2-. Voilà, exercice 5. On continue. Alors.
Alors, petite remarque avec les couples acide-base avec de l'eau. Donc, l'eau, vous avez vu, alors je l'ai fait apparaître, il est apparu 2 fois. Ici, là, voilà, et ici, vous voyez, et puis bon, c'est différent. Là, on a H3+, là, on a H-. Donc, du coup, l'eau, c'est une espèce acido-basique. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Donc, là, j'ai écrit les couples hein, avec l'eau. Donc, regardez, ça, c'est un acide, ça, c'est une base. Donc, j'ai le couple, voilà, bah, je l'ai écrit ici. Hein. H3 plus H2O, et H2O, H3 plus, hein, acide, base. Hein. D'accord, hein, ok, c'est cohérent, et acide, base. Ok, voilà, donc on a les 2 couples. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'eau, là, c'est une base, et l'eau, là, c'est un acide. Donc, en fait, l'eau, on appelle ça une espèce amphotère, c'est-à-dire que selon les conditions expérimentales, elle peut se comporter comme un acide ou comme une base. C'est-à-dire selon les conditions expérimentales, elle peut capter un proton H+, ou céder un proton H+. Voilà, ça dépend des conditions expérimentales. Bon, elles vous seront précisées, hein, ces conditions expérimentales. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai écrit. Dans certains cas, certaines expériences, l'eau se comporte comme un acide, il cède H+, et dans d'autres cas, l'eau se comporte comme une base, elle capte H+, ça dépend des conditions expérimentales. Alors voilà, donc on dit que la molécule d'eau est amphotère, hein, et puis un ampholyte, voilà, c'est le nom, hein, un ampholyte, hein, amphotère. Voilà, et bien... Alors, bon, qu'est-ce qu'une molécule amphotère ou un corps amphotère, hein, il peut y avoir des ions amphotères, hein, se comporte comme un acide ou comme une base selon les conditions. D'accord. Exercice 6. Alors, je mets ça, ça. Exercice 6. Alors, exercice 6. Alors, l'ion hydrogénosulfite HSO3- est un ion amphotère. Écrire les 2 demi-équations acido-basiques correspondant aux transformations possibles de cet ion. Bon, alors, donc, du coup, on va le considérer, on va écrire HSO3-, voilà. Et donc, on peut le considérer comme un acide ou comme une base. Bon, bah, d'abord, on va dire que c'est un acide, voilà. Donc, si c'est un acide, il cède H+. Et donc, en quoi il va se transformer? Eh bien, en SO3, donc encore plus négatif, donc 2-. Maintenant, HSO3-, je le considère comme une base. Si c'est une base, il capte H+, elle capte H+, la base. Et donc, du coup, le H+, va se coller ici, donc ça va faire H2, SO3. Le plus et le moins vont se neutraliser, donc terminé, H2SO3. Donc voilà les 2 demi-équations acido-basiques correspondant à l'espèce amphotère HSO3-. Alors, réaction acide-base. Bon, alors, je mets ça. Alors, la réaction acide-base, bon, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, voilà, voilà ce qui se passe. J'ai un acide, une base, ils se rencontrent, et l'acide va céder un proton H+, à la base, hein, quoi. Il va céder H+, à la base, et la base va le prendre. Voilà, et après ils vont se séparer. Voilà. C'est ça qui va se passer. Alors, bon voilà, donc on l'écrit. Hein. Réaction au cours de laquelle un proton H+ est transféré vers un acide, vers une base. Alors, il y a ce qu'on appelle les polyacides ou les polybases. Donc, un polyacide, eh bien, un diacide, par exemple, c'est une molécule, un ion, hein, qui a deux hydrogènes qu'il peut céder. Voilà, donc ils vont en céder un, et puis après, ils vont en céder un deuxième. Donc, parfois, si on a des polyacides ou des polybases, ben, il y a plusieurs protons H+, qui sont transférés. Hein. Alors c'est ce que j'ai marqué. Plusieurs H+, transférés si présence d'un polyacide ou d'une polybase. Alors quelques exemples. Alors ça, je vais le faire. Attendez, je croyais que j'avais écrit. Non. Attendez, je trouve pas. Bon, écoutez, ça, je vais le faire. Je vais le faire ici. Pour que vous compreniez comment on écrit ça, je vais le faire comme tout à l'heure. Et puis comme ça, j'irai plus vite après sur la diapo. Alors quand même que je prends, donc qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit H3C, C, O, OH, AC, plus NH3, AC. Donc je remets ça, tac, tac. Bon. Donc dans l'énoncé, on vous dit que ça c'est un acide,
entre parenthèses, on reconnaît l'acide éthanoïque, hein, c'est COH, et ça c'est une base. Donc ceci dit, on vous le dit dans l'énoncé. Bon, ben, on vous dit dans l'énoncé que la réaction acide-base est une réaction de transfert de protons d'un acide vers une base. Donc on a dit que c'est dans cet acide, l'acide éthanoïque, voilà, c'était celui-là qui était la bile, hein, l'hydrogène qui partait. Donc vous pouvez dessiner une petite pointillé comme ça, tac, 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 hop, il y a un transfert d'ion H+, de là à là, bon, ben, qu'est-ce qui reste? Donc lui, il perd H+, donc il va rester H3C, CO au moins, hein, s'il perd H+. Ainsi récupère son H+, là, on retrouve bien le... Et lui, donc AC, hein, ne pas oublier AC, solfaté donc, et lui il va récupérer cet H+, donc ça va faire NH4+. AC. Voilà pour le premier. Voilà. Ah oui, alors, quelque chose d'important, maintenant, aussi. Quelque chose d'important, donc là je reprends ici. Eh bien, donc là, ici, j'ai un acide. Donc ça veut dire que c'est une base. Hein, couple acide-base. Hein. Là, j'ai une base, donc ça veut dire que c'est un acide. Donc on peut se dire, tiens, mais il y a une base et un acide, donc ils vont réagir ensemble. Voilà. Puis on va retourner ce qu'on a à gauche. Non. D'accord ? Les conditions expérimentales sont de telle sorte que lui, il veut bien, cet acide veut bien céder cet hydrogène-là, et lui est capable de le capter. Voilà. Mais ces deux espèces-là, cette base-là est une mauvaise base. Cette base-là, dans les conditions expérimentales, ceci ne va pas capter H+, de cet acide. D'accord ? Ça dépend des conditions expérimentales. Donc quand vous écrivez une équation, voilà, vous écrivez une équation, ici, après, vous en occupez plus. Voilà. C'est les produits formés, ils vont rester comme ça. Donc je l'ai écrit ici. Hein. Donc base qui ne capte pas H+, dans cette expérience, hein, voilà, si on change des conditions expérimentales, c'est différent, mais dans cette expérience, voilà. Voilà. Et NH4+, c'est un acide qui ne cède pas H+. Voilà. Donc la réaction inverse n'a pas lieu. Alors maintenant, celui-là, je le refais ici, hein, pour que vous voyez bien comment on écrit, comment on rédige. Alors attendez, je vais d'abord m'en souvenir. Donc c'est H3+, attendez, je vais l'écrire. Donc c'est H3 plus AC plus SO3 2 moins AC. Voilà, c'est ça. Donc je mets ça, ça. Donc on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction acide-base. Donc ça on vous dit que c'est l'acide. Hein. Ça c'est la base. Alors acide cède. Acide cède H+, donc hop, on fait un pointillé comme ça, tac, voilà, H+. Alors, petite remarque, ça pouvait pas être un acide, il n'a pas d'hydrogène, donc il ne peut pas céder, hein. C'est une petite remarque. Hein. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Il perd H+, donc il va rester H2, et puis il perd le plus, donc H2O. Plus, donc HSO3, donc la charge plus va neutraliser une charge moins, donc SO3 moins AC. Voilà. Donc je reviens ici et je l'écris. Voilà. Bon, le dernier, on va peut-être le faire comme ça. Hein. Donc ça c'est l'acide. Il cède H+, donc il va rester NH3, et là, celui-là va le capter, donc ça va faire H2O. NH3 plus H2O. Alors maintenant, un polyacide. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exemple 3 ? Donc on a ce polyacide là qui cède 2 protons H+ dans les conditions étudiées et équilibrer l'équation bilan. Alors regardez, donc on va d'abord voir qui cède 2 protons H+. Regardez ça là, ce polyacide, on le retrouve là. Et effectivement, vous voyez, là on avait H3 et là on a H. Ça veut dire qu'il a cédé 2 protons H+. Là il était neutre et là il est chargé 2-. Donc effectivement, c'est bien ça. Alors maintenant, pour équilibrer, bon, bah, il faut équilibrer comme d'habitude, comme vous l'avez fait en seconde ou en première. Hein. Donc 3H, donc en tout on a combien d'H? 4. Ici on en a combien? On en a 3, d'accord? Donc on en a moins ici, hein. On en a moins ici, donc je vais mettre, donc du coup il faut mettre un coefficient, donc je vais mettre un coefficient ici pour faire un de plus, donc ça va faire 4, hein, 4 et 4. Oui, mais le problème c'est que si je mets un 2 ici, il va y avoir 2P, donc je suis obligé à cause du P de mettre un 2 ici. Et donc à ce moment-là, ça fera 2 fois 3, 6 et un 7, donc ça va faire 7H à gauche, et 4H à droite, donc ça va pas. Donc si je veux augmenter à droite, je suis obligé de mettre un 2 ici.
donc ça va faire 4 et 1, 5, et là j'en ai que 4, donc je suis obligé de mettre, voilà, je suis obligé de mettre un 2 ici, j'ai pas le choix, donc c'est ce que je fais, hein. Voilà, je mets 2 ici et 2 ici, et après on voit, à la limite vous essayez, et puis vous voyez, donc on fait ça et on regarde, hein. Donc combien de H ici, 3 et 2, 5, ici 4 et 1, 5, combien de O, combien de P, 1 P, 1 P, combien de O, ici 4 et de 6 O, ici 4 et de 6 O, les charges, tout ça c'est chargé, donc ça c'est neutre, ça c'est chargé de moins, donc tout ça c'est chargé de moins, et tout ça c'est chargé de moins, donc conservation des éléments chimiques, hein, conservation de la matière, conservation de la charge électrique, donc c'est bon. Alors, comment ça, dans certains exercices, on peut vous le rédiger comme ça, ou dans un énoncé d'exercice, celle-là. Au lieu de la rédiger directement, on montre, on écrit les deux équations acido-basiques, c'est-à-dire le fait que l'acide cède H+, voilà, que la base capte H+, voilà, et ensuite on tire un trait, voilà, donc les H+, s'en vont, hein, puisque c'est de part et d'autre du signe égal. Voilà, et donc on retrouve cette équation-là. Voilà, on retrouve celle-là. D'accord, donc soit on la fait directement, ou soit on la fait par étapes. Voilà. Voilà. Bon, en général, on fait. Voilà. Donc il ne faut plus qu'il y ait de protons, hein, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait plus de protons voilà, qui se baladent tout seuls hein, dans l'équation. Eh bien, vous allez faire l'exercice 7. Alors, il faut écrire les réactions acide-base. Donc, on a les acides à gauche hein, et les bases à droite. Hein. Donc, HClO. Alors, AC. Hein. Alors, même si c'est pénible, il faut l'écrire. Hein. Plus SO4 AC. Alors, ça, c'est l'acide. Hein. Les acides sont à gauche, la base à droite. Bon, eh bien, le petit pointillé. Hop, H+. Donc, du coup, ClO-. AC plus H SO4, donc ça va faire du moins. HSO4 moins AC. Allez, le 2. HSO4 moins, c'est... Ouais, HSO4 moins. HSO4 moins AC plus ClO moins AC. Alors ça c'est l'acide, on a dit, tac 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 tac. Donc S il cède, hein, donc SO4 2-, hein, il cède H+, donc encore plus négatif, AC plus HClO-, HClO pardon, hein, puisque c'est H+, hein, oui, H+, hein, je ne l'ai pas mis, H+. Bon, ça on n'est pas obligé de le mettre hein, dans la copie, hein, mais ça peut aider, ça aide. Alors HPO4 2-, NH3, bon. HPO4 2- AC plus NH3 AC. Alors, hop, hop. Donc ça va faire PO4, donc 3- plus NH4+. 4. Équilibrer l'équation de la réaction suivante et préciser le nombre de protons. Voilà, donc SO3 2- AC. Là, j'ai oublié de mettre les AC. Hein. Plus NH4 AC. H2SO3. AC. Plus NH3. AC. Alors, donc, combien de... Alors, 1S, 1S, 3O, 3O. 1N, 1N, 4H. Donc ici j'ai combien d'H? J'en ai 5. Hein. J'en ai 5. Donc du coup, bah, j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de mettre un 2 ici, hein, parce que là il n'y a pas de H. J'ai pas le choix, je mets un 2 ici. Donc du coup, si je mets un 2 devant le N, il faut que je mette un 2 ici. À la limite, je regarde ce que ça donne pour les H. Donc ça fait 8H ici. Et là, ça fait 6H et 8, c'est bon.
Bon, les S, ça n'a pas changé, les O, ça n'a pas changé. Donc maintenant, la charge. Hein. La charge, donc là, j'ai 2 plus, hein, 2 plus, attention, hein, 2 plus et 2 moins, donc ça fait neutre. Et là, ça fait neutre. Donc la charge est conservée, donc c'est bon. Et il faut préciser combien de ions H+ ont été transférés. C'est ça, hein, combien d'ions H+ ont été transférés. Et bien, ce que je vois, c'est que SO3, il a 2 H en plus, là. Donc il a reçu 2 H+. Hein. Donc 2 ions H+ ont été transférés. Voilà. Allez, on reprend. Tac, tac, tac. Alors, donc là maintenant, un exercice de cours. Ok. Alors, on fait réagir une solution d'acide chlorhydrique H3O+, d'accord. On fait réagir 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, dont la concentration en ion oxonium est ceci. On vous donne la concentration effective. Avec 30 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium. Voilà. Pourquoi j'ai marqué Cl-, il n'y a pas de Cl- là. Na++ HO-, donc ça vous rayez, dont la concentration en ion basique HO- est ceci. Calculer les quantités de réactifs introduits. Alors, on y va. Alors, les quantités de réactifs introduits. Alors, peut-être, je vais d'abord écrire l'équation bilan, parce que là, sinon, on ne connaît pas les réactifs. Hein. Donc, je vais écrire l'équation bilan. Donc, il va de soi, c'est pas précisé, mais il va de soi que c'est une réaction acide-base. Donc, il faut regarder quel est l'acide, quelle est la base, et faire la réaction. Donc, l'acide, il est ici, hein, l'ion acide H3O+. Donc, je fais d'abord la question 2. Hein. Bon, je fais 1 et 2 d'abord. Hein, voilà. H3O+, AC. Donc, ça, c'est l'acide. La base, elle est dans l'autre solution. Elle est ici. C'est l'ion HO-, on vous le dit. Hein, plus HO-. AC. Voilà, ça c'est la base. Et donc du coup, tout le reste ne réagit pas. Donc on s'en moque. Par exemple, des ions Cl-, on appelle ça des ions spectateurs. Ils sont là, mais ils ne participent pas à la réaction. Les ions Na+, aussi, hein, ils ne participent pas à la réaction. On appelle ça des ions spectateurs. Et il y a de l'eau aussi. Les molécules d'eau, là, ne participent pas. D'accord, hein. Voilà, là par exemple ce sont des mauvaises bases, là, si vous voulez, parce qu'on avait dit que la molécule d'eau c'était soit des acides, soit des bases, mais là, dans cette réaction, ce sont des mauvais acides et des mauvaises bases, elles n'arrivent pas à réagir. Alors, donc du coup, j'ai mon acide, j'ai ma base, bon bah j'écris, hein, donc transfert, hop, proton H+, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc H2O, donc liquide, hein, H2O, hein, il se forme de l'eau. Et puis ici, celui-là reçoit H2O, donc on peut écrire plus H2O, mais on peut écrire 2 H2O. Hein, voilà ce qui se forme. Alors, donc du coup, maintenant je fais la 1, il faut que je calcule la quantité introduite de ça et la quantité introduite de ça. Donc, j'écris donc N H3O plus intro. Donc, c'est égal à quoi? Bon, je peux écrire 0, mettons. NH3 plus 0, donc c'est égal à la concentration, hein, en ion H3O+, de la solution, donc ils l'ont appelé, bon comme ça, oui, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'indice, fois le volume, je vais appeler V1, hein, je vais l'appeler V1, donc ça fait donc 0,020 fois donc 20 10-3, quoi, 20,0 10-3. Voilà, donc ça j'ai dû le mettre. Ah ben non. Voilà. Mais pourquoi je le fais là? Oui, bon. Donc ça fait. Donc ça fait 2 10-2. Donc ça fait 20 10-3. Donc ça fait 2,00 10-2. Donc ça fait 4 10-4. 4,0 10-4. Molle. Bah attendez, parce que je l'ai fait, hein, donc du coup je vais, parce que je pensais que c'était les deux, voilà, je l'ai écrit là, hein, voilà. 4,0 10-4. Alors maintenant, on fait pareil avec l'autre, donc ça fait NH3 plus, bon,
NH3+, donc ça fait NOH-, c'est-à-dire la concentration en UOH- fois V2. Voilà. Donc ça donne ça. Donc on met les valeurs, hein, et bon, j'ai pas fait le calcul là. Bon. Donc le calcul, hein, donc ça fait 3 10-4, hein, d'accord, 3,0 10-4 hein, ici. Alors maintenant, je reviens ici. Alors ce que j'espère que vous aviez vu, je sais plus. Alors j'espère que vous aviez vu ce que j'avais fait. Attendez, ça ne veut pas revenir en arrière là. Voilà, ça ne veut pas revenir en arrière. Alors, dresser le tableau d'avancement et déterminer la valeur du pH de la solution obtenue. D'accord. Alors, on dresse le tableau d'avancement. Voilà, donc on écrit ça. On fait notre petit tableau. On met nos valeurs. Voilà. Ok, ok. Donc, du coup, ici, ça va faire 4, 10, moins 4. Donc, le coefficient stoichiométrique est de 1. 4, 10, moins 4, moins x. Bon, excès. Donc, 4, 10, moins 4. Alors, oui. Ici, on met excès parce que c'est de l'eau, hein, c'est le solvant, hein, donc il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau et il se forme encore de l'eau, mais la quantité formée, elle est négligeable par rapport à la quantité d'eau initiale. Donc ici, 3, 10, moins 4, le coefficient stoichiométrique est de 1, c'est un réactif, donc moins x. Ensuite, on met x max, voilà. On cherche la valeur de x max, donc on résout ces deux équations égale 0. Donc la première égale 0, donc on trouve ça. La deuxième égale 0. On prend le plus petit, c'est-à-dire qu'on prend 3, 10, moins 4. Voilà, on remplace ici, donc 4, 10, moins 4, moins 3, 10, moins 4, ça fait 1,0 10, moins 4, 0. Voilà. Enfin, on vous demande la concentration, on vous demande le pH de la solution. Donc le pH de la solution, on va l'avoir avec la formule pH égale moins log de H3O+. Voilà. Bon, alors j'espère que j'avais filmé, que vous aviez vu ça. Hein. Bon, je le redis quand même au cas où. Donc, quand on vous dit d'écrire la réaction produite, donc là, il s'agissait d'une réaction acide-base. Donc, il fallait prendre l'acide, qui est H3+, et la base, qui était OH-, hein, c'était écrit dans l'énoncé. Donc, on les faisait réagir ensemble. Donc, il y a d'autres espèces, hein, Na+, et Cl-, mais ils ne réagissent pas. On ne vous a pas dit que c'était des acides, on ne vous a pas dit que c'était des bases. Donc on appelle ça des ions spectateurs. Et il y a l'eau aussi qui ne réagit pas. D'accord ? On ne vous a rien dit sur l'eau. Bon, alors maintenant je reprends. Donc il faut utiliser la formule pH égale moins log de H3O+. Donc il faut calculer la concentration en ion H3O+ dans la solution. Donc on met la définition. Donc c'est la quantité d'ion H3O+ dans la solution divisée par le volume. Donc c'est-à-dire cette quantité-là. Et le volume, qu'est-ce que c'est? On avait mis 20 ml et 30 ml. Donc c'est le volume total, hein, le volume du mélange. Donc ça fait 50 ml, donc 50 10-3. Hein. Donc ça divisé par 50 10-3. Donc on fait le calcul, on trouve ça. Et ensuite on fait pH égale moins log de ça. Voilà. Hop, et vous avez le pH. Allez, exercice 8. Alors. Exercice 8, donc je mets ça et je mets ça. Exercice 8. Alors je vois que je vais dépasser l'heure et demie. Bon, je suis désolé, mais je peux pas faire parce que j'ai encore. Ça sera plus long. Bon, alors après c'est les vacances, donc bon, c'est pas trop embêtant pour vous, je trouve. Mais je peux pas faire plus court parce que bon, il y a beaucoup d'exercices quand même. Hein, vous faites beaucoup d'exercices là. Hein. Alors exercice 8, je le corrige. Donc on mélange 70 ml d'acide hypochloreux, on vous donne la concentration, avec 40 ml d'une base, hein, oui alors c'est pas précisé, mais bon comme on a l'acide, forcément c'est la base, écrire l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement, bon bref on va déjà faire les deux premières questions et on va bien voir. Alors donc l'acide utilisé c'est HClO, donc première question, HClO AC. Plus. Donc la base, il va de soi que la base, c'est NH3, hein, puisqu'on vous dit que l'autre c'est l'acide. Hein. Et il va de soi que c'est une réaction acide-base. Hein. Donc NH3AC. Alors, acide, base, transfert de protons H+, donc Cl-, AC, plus NH4+. AC.
Voilà, ça c'est là. Ensuite, il faut dresser le tableau d'avancement. Bon, alors j'ai été un peu bête là, parce que, bon, j'aurais dû laisser plus de place ici. Hein. Alors, tant pis. Alors, 2 lignes normales et une grande ligne. Alors, l'état initial en mol, état final en mol, et là c'est en cours de trans en mol. Alors, il nous faut les quantités. Donc ces quantités, je vais les calculer ici. Hein. Donc c'est la quantité de HClO. C'est égal à la concentration. Alors, donc là, justement, tiens. Donc non, là il n'y a pas de problème parce que donc c'est la concentration, donc HClO. Donc on a des molécules HClO dans la solution, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut écrire donc C. Donc c'est C1, ils l'ont appelé, hein. C1 fois V1. Alors ça je l'ai fait. Donc oui, d'abord je vais peut-être écrire donc C1. Donc C1 c'est 0,050 fois le volume. Le volume c'est combien le volume? Le volume c'est 70,0, donc 70,010 moins 3. Donc ça fait 3,5 10 moins 3. 3,5, donc attendez, 3 chiffres significatifs, 3,50, 10 moins 3 mol. La quantité de NH3, c'est égal à C2 fois V2. Donc C2, 0,035 fois V2. V2, c'est où? C'est là, 40 10 moins 3. 40,0 10 moins 3. Alors ce calcul, je l'ai fait, il est là, 1,4 10 moins 3. 1,40 10 moins 3. Mol. Bon, alors donc du coup, je mets... Ah non, j'ai 2 chiffres significatifs là, qu'est-ce que je dis là? 2 chiffres significatifs. Donc 3,5 10 moins 3. Et ici, 1,4 10 moins 3. Donc 0, 0. Il n'y en a pas encore qui sont formés. Donc 3,5 10 moins 3, coefficient stoichiométrique de 1, donc moins x. 1,4 10 moins 3, coefficient stoichiométrique de 1, donc moins x. Bon, les coefficients stoichiométriques, dans les réactions acide-base, en général, c'est souvent 1. Donc le coefficient stoichiométrique, donc c'est assez simple. Putain, mais c'est pas vrai, quoi!